Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réviser la substitution nucléophile monomoléculaire, la SN1, avec ici le bilan. À partir d'un dérivé halogéné, on obtient un alcool et un mécanisme en deux étapes. Ce mécanisme qui passe par la formation du carbocation que vous voyez ici, qui est blanc, et ensuite l'attaque de l'ion hydroxyde. Donc la première étape ici est cinétiquement déterminante, et dans la réaction que j'ai donnée ici, l'exemple, pourquoi peut-on postuler qu'il s'agit d'une SN1? Eh bien la condition sine qua non, ça concerne la stabilité du carbocation formé, hein, c'est vraiment l'élément le plus important. Alors on va étudier la représentation graphique donnant l'énergie potentielle en fonction de la coordonnée réactionnelle. Voici cette représentation graphique avec trois chemins qui correspondent pour l'un à un passage par un carbocation tertiaire, un autre par un carbocation secondaire et enfin le dernier par un carbocation primaire. En fait, ce qu'on sait de l'ordre de stabilité sur les carbocations, c'est que le carbocation tertiaire est moins instable que le secondaire qui lui-même est moins instable que le primaire. Et ceci étant dit, on va pouvoir énoncer que moins le carbocation est instable, plus le CD se déroule rapidement. Alors, moins le carbocation est instable, c'est comme ça qu'on devrait le prononcer, mais le plus souvent on dit plus le carbocation est stable, parce qu'on n'aime pas faire ici une double négation. Donc voilà pourquoi on dit plus le carbocation est stable, mais c'est plus logique de dire moins le carbocation est instable dans la mesure où un carbocation est nécessairement instable. Vous voyez que d'un point de vue énergétique, il est situé bien plus haut que les réactifs ici et les produits finaux que l'on obtient. Alors on voit puisqu'il y a ici pour chaque chemin, il y a deux énergies d'activation, le A1 et le A2. On voit bien que le A1 est toujours plus grande que le A2, quel que soit le chemin choisi, et que par conséquent, la première étape est l'étape cinétiquement déterminante. Pour placer les énergies d'activation, on a utilisé le postulat de Hammond. Alors, le postulat de Hammond, il nous permet de dire que les énergies de transition, les états de transition qui sont des maxima locaux d'énergie potentielle, à ne pas confondre avec des intermédiaires réactionnels qui eux sont des minima locaux, et donc les états de transition vont être situés légèrement plus haut en énergie que les énergies des intermédiaires réactionnels, hein, puisqu'il y a une distorsion pour la première étape entre l'énergie des réactifs et l'énergie du produit de cette première étape. Donc quand il y a une distorsion, vous vous rappelez que eh bien, l'état de transition ressemble à celui des deux qui est le plus haut en énergie. Alors concernant l'effet du groupe alkyle R, euh, en gros la SN1 elle est favorisée par un carbocation tertiaire, puisque dans ce cas-là l'énergie d'activation va pouvoir être vaincue. Pour un primaire, certainement pas, elle est trop haute, et donc la SN1 sera impossible, il n'y a pas d'évolution par des carbocations primaires. Et pour le cas du secondaire, bah en fait là on ne sait pas trop, il faudrait d'autres renseignements, il y a d'autres effets, et donc il faut avoir des informations supplémentaires. Cas particulier de celui-là qu'il faut connaître, hein, le chlorure de benzyle, parce que dans ce cas-là, le carbocation potentiel qu'on obtiendrait, c'est FiCH2+, qui est donné ici, et vous voyez que l'existence de ces formes mésomères bah, conduisent à une stabilisation, et un primaire stabilisé par mésomérie, eh bien, c'est même plus stable qu'un tertiaire. Donc là, on peut postuler que la SN1 est possible, sachant que la SN2 sera également possible, il faudrait d'autres informations, parce que ici le carbone est peu encombré. C'est ce qu'on verra sur le cours de la SN2. Alors un autre effet à connaître, c'est l'effet du nucléofuge. Le nucléofuge, évidemment, c'est celui qui va quitter l'atome de carbone et permettre la formation du carbocation. Il y a deux aspects étudiés en fait. Euh, c'est plutôt général. Le nucléofuge a-t-il envie de partir? C'est la première question qu'on peut se poser. Et la deuxième question, le nucléofuge, une fois qu'il est parti, a-t-il envie de revenir? Alors, pour répondre à la première question, évidemment, pour qu'il ait envie de partir, il faut que la liaison soit polarisée. Certes.
Mais c'est la polarisabilité qui importe, et la polarisabilité, c'est en fait l'aptitude du nuage électronique à se déformer lorsque, lorsqu'un réactif se trouve dans les parages. Or, il se trouve que les liaisons CI sont plus polarisables que CBr, qui elle-même est plus polarisable que CCl, et que donc I est un meilleur nucléofuge que Br, qui lui-même est un meilleur nucléofuge que Cl. Pourquoi? Parce que les électrons les plus externes, donc qui sont les électrons de valence de l'iode, sont plus éloignés du noyau que les électrons du brome, et donc sont plus aptes à se réfugier sur l'atome d'halogène lors de l'approche d'un réactif. Alors la réponse à la deuxième question est la suivante: le nucléofuge ne voudra pas revenir si son avenir de stabilité est assuré. Alors concernant la stabilité, on a donné ici une échelle de pK où figurent donc des couples acido-basiques. Et prenons le cas de OH par exemple, eh bien, pourquoi est-ce que OH n'est pas un bon nucléofuge? Parce que si OH s'en va, vous voyez qu'il se retrouverait sous la forme de HO-, et on regarde la stabilité ici de l'espèce HO- par rapport à cet axe de pK. Donc HO- est situé à un pK de 14, et à partir de HO-, on peut considérer que plus vous montez ici dans l'échelle, et moins bon sera le nucléofuge. En ce qui concerne par exemple la protonation préalable de OH, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va beaucoup retrouver en chimie organique. Vous voyez, la protonation préalable va donner donc un oxygène chargé plus, et lors du départ de ce groupe partant, eh bien, on obtiendrait non plus HO-, mais H2O. Et vous voyez que H2O se situe à un pK de 0. Hein, ici, c'est l'espèce obtenue après le départ qu'il faut regarder. Donc, il se retrouve à un pK de 0. Et à partir de pK égal à 0 ou négatif, eh bien, on va pouvoir considérer qu'il s'agit ici de très bons nucléofuges. Donc, des mauvais nucléofuges à partir de HO- vers le haut, de très bons nucléofuges à partir de H2O vers le bas, et puis des nucléofuges qui évidemment sont intermédiaires, et ce sont des nucléofuges. Après, on ne pourra ni les considérer comme étant de bons nucléofuges, ni les considérer comme étant de mauvais nucléofuges. Alors, concernant un des aspects très importants des réactions en chimie organique, l'aspect stéréochimique, on prend ici un exemple d'un atome d'une molécule qui possède un carbone asymétrique, et dont on va considérer l'énantiomère S. Hein, c'est le cas ici du 3-chloro-2,2,3-triméthylpentane. Donc tertiobutyl, c'est l'appellation du groupe en C, CH3 trois fois. Et lorsque on passe par une SN1, on passe par le carbocation. Donc on forme le carbocation. Le carbocation est plan puisque au niveau de ce carbone, on a en VSEPR une représentation en AX3, donc plan avec des angles de 120 degrés entre les liaisons. Ce carbocation qui est plan, du coup, va permettre une attaque équiprobable de part et d'autre de ce plan, hein, par H au moins. Et comme l'attaque est équiprobable, on devrait obtenir 50% du stéréoisomère S et 50% du stéréoisomère R, comme on le montre bien ici avec, vous voyez, le H au moins, quand il vient de ce côté-là, il se retrouve bien sur la droite, et quand il vient de ce côté-là, il se retrouve sur la gauche. 50%, 50%, c'est un mélange d'énantiomères, un mélange équimolaire d'énantiomères, c'est donc un mélange racémique, ce qui fait que il n'y a pas de stéréosélectivité, il n'y a pas un stéréoisomère qui est favorisé par rapport à l'autre, et donc il n'y a pas de stérosélectivité, le nom l'indique bien, sélectionne stéréoisomère, il n'y a pas de sélection de l'un par rapport à l'autre. Alors le solvant va également jouer un rôle, par exemple dans l'étape cinétiquement déterminante, si vous avez un solvant polaire qui donc a un moment dipolaire comme l'eau, eh bien ça va accélérer la séparation du nucléofuge et du carbone, hein. De plus, un solvant polaire va permettre la stabilisation des ions formés, et on montre ici comment les molécules, avec leur moment dipolaire, vont venir s'agencer autour des cations et des anions.
Alors pour terminer, on va s'intéresser à l'aspect cinétique. Alors on a parlé d'étapes cinétiquement déterminantes, donc si on applique l'AECD, eh bien, V va être imposé par, la vitesse de la première étape, V1, et donc on trouve K1 fois RCL puissance 1, ce qui justifie le fait que l'ordre soit 1. Et puis on peut même aller plus loin, on peut s'amuser, à essayer de voir ce qui se passerait si on avait appliqué la EQS au carbocation qui est ici, puisque c'est une intermédiaire réactionnelle qui doit être particulièrement instable. Donc là, le mécanisme, l'expression des vitesses de chacun des actes élémentaires. La vitesse globale, elle est donnée par la vitesse d'apparition de l'alcool, et vous voyez qu'elle s'exprime en fonction justement de la concentration du carbocation. Alors, on ne peut pas laisser les choses comme ça, puisqu'il faut ici que la vitesse s'exprime en fonction d'espèces stables, et donc on va appliquer la EQS à R+. Quand on applique la EQS à R+, c'est assez facile, on obtient par le calcul, on obtient cette expression-là, qui semble différer grandement de celle-ci, mais en réalité, une petite hypothèse concernant K-1 Cl- par rapport à K2H- nous permet ici de négliger ici K-1 Cl- et donc de retrouver l'expression de la vitesse qu'on avait au départ, hein, puisque ici on aurait K2H- au dénominateur et au numérateur, ce qui fait qu'on retrouve bien V égale K1 fois RCl. V égale K1 fois RCl. Et que traduit cette hypothèse? Eh bien, le fait finalement que K2 soit grand devant K-1, autrement dit que H- est plus nucléophile que Cl-.